Bienvenue à tous. Déjà, merci de venir me donner le peu d'énergie qui vous reste alors que vous êtes en train de digérer le fabuleux repas du Jug Summer Camp. C'est toujours un buffet qui m'impressionne. En tout cas, merci à eux. Donc, on va parler aujourd'hui des joies de la négociation. Je m'appelle Olivier Truong, je suis développeur depuis plus de 10 ans. J'ai été également manager pendant plusieurs années. Et depuis 2 ans, je suis freelance. Et souvent, quand je parle avec des amis, des collègues, un des trucs qui fait un peu peur quand on est freelance, c'est de dire « Ah oui, mais moi, ce qui me fait un peu peur chez les freelances, c'est le côté commercial, devoir se vendre, devoir négocier. » Et ça, c'est un exercice avec lequel on n'est pas forcément à l'aise. Nous, on aime bien plutôt la technique. Mais les côtés relations humaines, négociation, c'est jamais un truc qui est évident. Et pour moi non plus, ça l'était pas. Et un livre m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Getting to Yes. Donc je l'ai ici. En fait, il est pas très épais. Il se lit vraiment bien. C'est fait par des professeurs d'Harvard. Alors dès qu'on dit ça tout de suite, ça fait plus classe. Et en tout cas, il propose justement une méthode pour négocier de manière plus efficace et plus saine, je dirais. Donc je vous recommande vraiment ce livre, il se lit très bien. Si jamais l'anglais vous fait un peu peur, vous décourage, la version française a été également disponible aux éditions Seuil. Donc voilà. Et c'est basé sur ce livre que je vais un peu faire cette présentation avec peu retour d'expérience. La négociation, c'est jamais un exercice facile. Enfin, je sais pas vous comment vous y prenez quand vous devez négocier votre augmentation salariale ou négocier un nouveau job. C'est pas le truc auquel on est plus à l'aise. Et souvent, le problème, c'est la façon dont on aborde en fait la négociation, qui est souvent la manière ainsi, une négociation par position. J'entre dans la négociation avec ce que je veux 10% d'augmentation. Mon chef, lui, il entre dans la négociation avec autre chose qu'il veut, je vais lui donner 1%, et puis on va tirer tous les deux comme ça. Chacun va tirer pour essayer d'amener l'autre à sa position. Le problème, il y a plusieurs problèmes avec cette approche. C'est une approche assez classique, et il y a plusieurs problèmes. Déjà, le résultat final peut finalement n'arranger personne. Moi, je viens de Nancy, en Lorraine. En Lorraine, il y a 2 grandes villes, Nancy et Metz, qui sont un peu rivales, à peu près de la même taille économique. Et le jour où ils ont mis en place la ligne à grande vitesse, il fallait choisir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous laisse deviner. Ils l'ont mise en plein milieu, dans la campagne, une gare qui s'appelle Lorraine TGV. Un autre problème avec cette façon de négocier, c'est que ça peut également endommager la qualité de la relation. En gros, une négociation par position, vous allez chacun insister sur ce que vous voulez au détriment de ce que veut l'autre, fait qu'en général, il y en a un des deux qui va finir par céder. Peut-être c'est votre cas, vous finissez par céder parce que vous en avez marre ou de toute façon vous avez l'impression que l'autre est plus puissant. Donc l'autre, entre guillemets, a gagné, sauf que vous avez un certain ressentiment, l'impression que vous êtes fait un peu avoir. Je ne sais pas si c'est un sentiment qui vous parle. Bon, peut-être pas vous, en tout cas peut-être que vous connaissez des gens qui ont l'impression de s'être fait avoir, qui du coup ont un peu de ressentiment, d'amertume ou de démotivation. Ou inversement, si vous êtes la personne qui avait été dure dans la négociation, qui avait fait céder l'autre, bon, peut-être que vous avez eu gain de cause, mais peut-être que vous êtes également fait un ennemi, ou en tout cas vous avez bien terni votre réputation. En fait, le mode de négociation comme ça, il l'encourage à être dur. Et pour éviter cela, justement, ce livre propose 4 principes de négociation. Premier principe, séparer la personne du problème. Des fois, on est tellement focalisé sur ce qu'on veut qu'on oublie qu'on ne négocie pas avec un problème, on ne négocie pas avec un concept, on négocie avec une personne. Une personne qui a sa façon de voir les choses, qui a ses intérêts, qui a ses valeurs, qui a ses émotions et un petit côté irrationnel, comme nous d'ailleurs. Donc il est important quand on fait une négociation de se souvenir que la qualité de la relation est importante, au même titre que l'objet de la négociation. Le but, c'est pas juste d'écraser l'autre pour gain de cause. La négociation, c'est pas un combat, comme un combat de boxe, il y a forcément un gagnant et un perdant. C'est plutôt comme 2 juges qui décident ensemble de statuer pour trouver la meilleure solution qui arrange les parties. Ça ne veut pas forcément dire que vous serez les meilleurs amis du monde, mais en tout cas, vous n'avez pas à être ennemis. Concrètement, comment on sépare la personne du problème? Perception. Travailler sur la perception de l'autre. Comment est-ce que l'autre voit les choses? Souvent, les conflits proviennent en fait d'une interprétation différente des mêmes faits. Vous êtes payé un certain salaire. Ça, c'est le fait. Votre interprétation, c'est que vous n'êtes pas assez payé. L'interprétation de votre chef, c'est qu'il trouve quand même que vous n'êtes pas trop mal payé. Votre interprétation, c'est que vous connaissez sûrement des gens qui ont un profil équivalent au vôtre, gagnent bien plus. Lui, votre chef, je suis sûr qu'il en connaît qui gagnent bien moins. Donc pour un même fait, avec des interprétations différentes, on a vraiment des différences, des conflits. Et donc l'idée dans cette méthode de négociation, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'autres personnes. Si j'étais à sa place, comment est-ce que je réagirais? Quels seraient mes intérêts? Quelles seraient mes craintes? Quelles seraient mes peurs? Et ça aide à comprendre le point de vue. Peut-être vous vous dites, mais après tout, son point de vue, ça ne m'intéresse pas, moi je sais ce que je veux. Mais connaître son point de vue permet de mieux la comprendre, et de toute façon, les arguments vont venir dans la négociation. Donc ça permet de les anticiper. Après, comprendre le point de vue de l'autre ne veut pas forcément dire être d'accord, mais au moins vous le comprenez.
Un autre point, c'est les émotions. On aime bien penser, hein, on est des gens rationnels, on est des gens qui raisonnent avec beaucoup de logique, n'est-ce pas? Sauf qu'en fait, on est influencé par nos émotions. Si vous négociez avec une personne qui est bienveillante, qui est ouverte à la discussion, ça ne se passera pas du tout de la même façon que si vous négociez avec une personne qui est en colère, qui croit que vous cherchez à l'entuber. Donc les émotions sont là. Donc l'idée, c'est de ne pas faire comme si elles n'existaient pas, c'est de pouvoir les reconnaître, de pouvoir les laisser s'exprimer. Si la personne a besoin de dire quelque chose, ben, qu'elle se sente libre de le dire. Et ça implique aussi de choisir le bon moment aussi pour négocier. Négociation, c'est un exercice qui est assez difficile, qui demande de l'énergie, de la concentration. Donc négocier le vendredi à 19h30, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Après, des fois, certains exprès de mettre la négociation bien tard parce qu'ils savent que vous êtes moins résistant. Ils savent que vous êtes moins résistant quand vous êtes fatigué, mais ne pas négliger ce côté émotionnel, ce côté physique. Également, si vous êtes préoccupé par autre chose, et si votre chef est préoccupé par autre chose, ben, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour négocier. Donc tenir compte des émotions dans la négociation. On ne négocie pas avec un concept, on négocie avec un être humain. Deuxième principe, se concentrer sur les intérêts et les positions. Souvent, on a tendance à se concentrer sur la position. Il veut ça, c'est inacceptable, il est trop gourmand, il m'en demande trop, moi je préfère ça. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que finalement les positions, ce qu'exprime la personne, la solution qu'elle veut, ce n'est que le résultat des intérêts. Ce sont les intérêts qui vont pousser la personne à prendre des positions. Donc comment on fait pour connaître les intérêts de la personne? Déjà observer. Si dès que vous commencez la discussion, tout est cordial, vous commencez à parler d'argent, vous sentez le regard de votre manager s'assombrir, vous dites « Oula, j'ai touché une corde sensible ». Pareil, dans une discussion d'équipe, vous parlez de différents choix technologiques, et vous mentionnez la possibilité d'utiliser, je sais pas moi, JSF, et là vous sentez une pluie de regards haineux sur vous, vous sentez que vous avez touché à quelque chose de sensible. Pour connaître les intérêts, après, c'est finalement assez simple, ne pas hésiter à demander dans une discussion « Mais pourquoi tu proposes ça? Pourquoi tu me fais telle ou telle proposition? Ou alors, qu'est-ce qui te gêne dans ma proposition? Pourquoi est-ce que tu trouves que ce que je te demande, c'est de mesurer ou c'est pas possible? » Souvent, les intérêts les plus puissants, c'est les intérêts les plus basiques, finalement. C'est le sentiment de sécurité, le sentiment d'appartenance, le sentiment de reconnaissance et le sentiment de justice, d'être traité équitablement pour ce qu'on fait. Il est important aussi dans la négociation d'insister sur les intérêts communs. Souvent, on a l'impression que quand on négocie avec quelqu'un, c'est qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, et que du coup, tout nous oppose. Mais en fait, c'est pas vrai. On a toujours des intérêts communs. Par exemple, avec votre chef, même si vous n'êtes pas d'accord sur le salaire, par exemple, vous avez tout intérêt à être heureux au travail, parce que si vous êtes heureux au travail, vous allez faire du travail de meilleure qualité, vous allez être moins absent, et vous n'allez pas avoir envie de partir. Et votre chef, il n'a pas intérêt à devoir reformer et rechercher des gens tous les 3 mois. Donc il y a toujours des intérêts communs, et les identifier, les exprimer clairement dans la négociation, permet aussi de se dire on est ensemble pour résoudre un problème, plutôt qu'on est là pour se taper dessus et chacun tirer la corde vers soi. Donc soyez dur dans la défense de vos intérêts. Moi j'ai mes intérêts, j'estime que c'est important d'être traité équitablement, mais tout en étant cordial avec l'autre. Troisième principe, je fais très vite parce que c'est un quickie, explorer des possibilités pour un gain mutuel. L'idée là, c'est qu'une fois qu'on a identifié nos intérêts, pouvoir se dire, ok, maintenant avec ça, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution auquel on n'aurait pas forcément pensé, parce qu'en général, nous, quand on rentre dans des négociations, on a déjà un truc qu'on aimerait avoir, mais ensemble, une fois qu'on a identifié les intérêts, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est un brainstorming, finalement, l'idée c'est de créatif, d'essayer d'imaginer des solutions. En général, ce qui bloque un peu cette phase de créativité, c'est de se dire, oui, mais je veux bien, mais quand on fait une négociation, c'est comme si on a un gâteau à partager. Donc je veux dire, vous parlez d'un salaire, plus la personne, elle vous donne, moins elle en aura pour elle, et inversement. Pour un gâteau, si elle en prend la moitié, j'ai la moitié, si elle en prend les 3/4, j'ai un quart. En ma boîte créative, ça ne changera pas grand-chose. C'est vrai, mais est-ce qu'on ne peut pas chercher à agrandir le gâteau avant de chercher à le diviser? Par exemple, vous êtes en train de négocier le salaire, je prends l'exemple là parce que c'est quand même le plus caractéristique. Peut-être vous voulez dire, ok, je comprends que peut-être financièrement vous ne pouvez pas vous permettre de me payer autant que ce que j'aimerais, mais est-ce qu'on ne peut pas inclure du télétravail, par exemple? Vous, ça ne vous coûtera rien, d'ailleurs je serai même plus productif sûrement. Mais moi, ça me permet de gagner en qualité de vie, donc peut-être j'ai un peu moins de salaire, mais en même temps, je prends ça à côté. Donc c'est essayer d'imaginer des options comme ça qui permettent finalement qu'on peut mettre dans la négociation pour que chacun trouve son intérêt. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps à Orly, et une collègue avait réussi à obtenir de la société qu'elle lui paye son Orlyval. Alors l'Orlyval, c'est le ticket qui permet une navette automatique entre l'aéroport et le RER. Normalement, c'est extrêmement cher. C'est genre 9 € l'aller simple. C'est pas inclus dans l'abonnement mensuel, donc c'est vraiment... Voilà. Et en fait, je sais pas comment elle a fait pour réussir à avoir ça. Et je me dis, peut-être qu'elle n'a pas eu le salaire qu'elle voulait ou d'autres choses. Mais en tout cas, elle a eu ça. Elle a gagné en qualité de vie. Et au final, ça a permis de trouver une solution.
Voilà, donc trouver des solutions mutuelles, faire un brainstorming, essayer d'imaginer des solutions pour l'intérêt mutuel. Et enfin, le quatrième critère, insister sur des critères d'évaluation objectifs. L'idée ici, c'est d'avoir des moyens objectifs, des moyens neutres, de s'assurer que les propositions sont équitables pour chacune des parties. Moi, en tant que freelance, souvent, je me fais contacter par les commerciaux qui me demandent voilà, ce que je cherche, est-ce que je suis disponible, parce qu'ils cherchent à me placer, même si je suis déjà dans l'émission. Puis forcément, ils vont me demander mon taux. Puis moi, j'aime bien leur demander, et vous prenez combien comme commission? Est-ce que vous prenez 10%, 15%, 20%? En général, ils vont sortir un chiffre assez rapidement, parce qu'on sent qu'ils ont été formatés, en tout cas qu'ils connaissent leurs chiffres. 20%. Et là, j'aime beaucoup poser la question juste après. Ah, 20%, ok, mais sur quoi vous vous basez pour dire 20%? Enfin, pourquoi pas 10, pourquoi pas 30? Et en général, il y a un gros blanc. Alors, je sais pas si c'est de la surprise ou s'ils sont un peu gênés. C'est comme ça qu'on fait, enfin, c'est notre politique. Ok, mais sur quoi vous vous basez pour dire ça? De même, si on vous propose une augmentation, imaginez votre chef vous dit, moi je vais vous augmenter 3%, vous avez fait un super job, vous auriez voulu 8%. Si vous dites, ah bah super, merci, moi je voulais 8%, vous pouvez passer pour quelqu'un d'assez gourmand. Mais si vous dites, bah ok, pourquoi 3%? Enfin, c'est quoi les critères derrière sur lesquels vous êtes appuyé pour dire 3%, pourquoi pas 1, pourquoi pas 10? De même, dans une discussion technique, je ne sais pas si on vous a déjà fait le coup, mais on me l'a déjà fait plusieurs fois, vous réfléchissez ensemble à une solution technique pour une implémentation, un design ou ce que vous voulez, puis là il y en a un qui sort et il dit il faut absolument faire ça parce que c'est la best practice. Et vous dites ok. Alors souvent la personne en plus va le dire en anglais parce que ça fait encore plus crédible, comme une espèce d'invocation, une formule magique, vous savez, il faut faire ça, c'est best practice. Pourquoi tu dis que c'est best practice? Sur quoi tu te reposes pour dire ça? Est-ce que c'est sur un tweet de ton ami? Est-ce que c'est un article de blog d'il y a 5 ans que tu as vu? Est-ce que c'est le cousin du frère de ta belle-sœur? Enfin, donc l'idée vraiment là, c'est d'insister sur des critères objectifs. Est-ce qu'il y a des faits, des études? Si le commercial arrive à me prouver que toutes les sociétés de services font 20% de marge, je me dirais ok, c'est un standard. Bon, il se trouve qu'à Paris, c'est pas le cas. Mais voilà, insister sur des faits, des critères qui sont vraiment reconnus comme neutres. Après, si vous n'arrivez pas forcément à vous mettre d'accord sur des faits, peut-être vous pouvez trouver une personne qui a une expertise reconnue, mais une expertise reconnue par les deux parties. Parce qu'on peut toujours trouver quelqu'un, un ami de son côté, qui est toujours d'accord avec lui, enfin avec soi. Donc insister sur des critères objectifs. Et en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous reprocher. Vous dites juste, moi je demande juste à être traité équitablement. Donc si on arrive à me prouver que ce que vous me proposez est honnête et équitable, je suis prêt à l'accepter. Donc ça montre une grande ouverture d'esprit, une grande flexibilité. Et là vous vous dites, oui mais c'est super ton truc, c'est super tes principes, mais dans la vraie vie, on négocie pas forcément avec des gens qui sont tout gentils, tout mignons, qui cherchent à préserver la relation, qui sont bienveillants. Dans la vraie vie, il y a des gens qui veulent simplement chercher à nous écraser, qui n'ont rien à faire de la relation, et puis qui cherchent juste à obtenir gain de cause. Comment on fait face à ces gens-là? Typiquement s'ils sont plus puissants. Comment on fait? Moi, je suis un pauvre petit salarié face à une entreprise. Moi, je suis un pauvre petit freelance face à une SS2I. Finalement, quel pouvoir j'ai face à un grand groupe? Dans ce cas-là, utilisez votre BATNA. Le BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Alors en français, ça donne meilleure solution de rechange ou Mésor. Je sais pas vous, moi je préfère BATNA, ça fait quand même plus classe. Le BATNA, c'est la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que je fais si la négociation n'aboutit pas? Imaginez le cas de figure. Vous êtes en train de négocier un nouveau job. Vous arrivez au dernier entretien, vous savez, avec le big boss, là, ou le RH, enfin le truc vraiment final. Premier cas de figure, ça fait 3 mois que vous cherchez du boulot. Votre compte en banque est quasiment sec, vous avez besoin de trouver du travail. Et vous n'avez absolument aucune autre offre. Deuxième cas de figure, vous avez un compte en banque qui vous permet de tenir tranquillement 3 mois sans vous inquiéter. Vous savez qu'après cette négociation-là, vous avez encore 4 autres offres à discuter. Vous n'avez pas du tout négocié dans les mêmes dispositions. Donc c'est pour ça qu'il est important, quand on rentre d'une négociation, de toujours se dire mais quel est mon BATNA? Qu'est-ce qui se passe si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord? Et plus votre BATNA est fort, plus vous êtes libre et puissant dans la négociation parce que vous pouvez sortir à tout moment. Au contraire, si vous avez un BATNA faible, vous êtes obligé de négocier et donc vous avez une certaine faiblesse. D'ailleurs, souvent, l'autre partie va vous demander votre BATNA. Vous connaissez cette phrase innocente, hein, vous êtes en train de négocier. Et sinon, vous avez d'autres offres? Vous êtes en train de voir d'autres personnes? C'est qui? Je peux voir les noms? Parce que l'autre personne veut connaître votre BATNA. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Et il est bon en fait de faire connaître son BATNA à l'autre si l'autre partie sous-estime votre BATNA. Par contre, si elle la surestime, elle croit que vous ayez 5 entretiens alors qu'en fait vous n'en avez pas du tout, là, vaut mieux ne pas le dire. On est d'accord. Et également, il est important de connaître le BATNA de l'autre partie. Qu'est-ce que l'autre partie fait si jamais on n'arrive pas à négocier? Souvent, on a l'impression que il n'y a que nous qui avons à perdre, alors qu'en fait, non. Moi, je me souviens, j'avais négocié justement mon premier contrat en tant que freelance avec une société de chasseurs de tête anglais, et il y avait un point de contrat sur lequel on n'était pas d'accord. C'était pas un truc hyper critique, mais on n'était juste pas d'accord. C'était plus une sécurité en cas de problème.
Et moi, je voulais pas. Et puis l'autre société dit non, mais c'est la politique de la boîte, pas moyen. Et puis chacun était sur notre position. Et puis moi, je me dis, mais finalement, qui a le plus à perdre? Moi, je n'arrive pas à négocier avec eux. Ok, je trouverai une autre mission. Eux vont passer pour des rigolos auprès du client. Puis moi, bon, tant pis, je trouverai autre chose. Et puis après, le commercial m'a rappelé peu de temps après. Il m'a fait bon, d'accord, de toute façon, si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord, vous ne serez pas content, vous n'aurez pas votre mission. Nous, on ne sera pas content, le client ne sera pas content. Donc, ok, on est prêt à faire ce point-là. Et en fait, ils avaient tellement investi de temps et d'énergie à faire des entretiens et tout ça que finalement, ils avaient beaucoup à perdre. Donc, toujours penser au BATNA. Je récapitule, on arrive déjà à 15 minutes. Les 4 principes. Séparer la personne du problème. Se concentrer sur les intérêts et non les positions. Explorer des possibilités pour un gain mutuel. Et insister sur des critères d'évaluation objectifs. Et aussi développer son BATNA. Ne jamais rentrer dans une négociation sans se dire mais qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à négocier. Voilà, en tout cas, j'espère que ces quelques principes vous devront donner matière à réflexion pour mieux préparer et mieux vivre vos négociations. Et encore une fois, je vous encourage fortement à lire le livre. Il est vraiment très bien, très riche, très complet. Merci beaucoup pour votre attention.